thème sur lequel vous êtes venu. Il y a un suspense à l'évolution. Donc on va traiter de la question du lien entre la fragilité et le leadership. Donc moi je travaille dans le domaine de l'entreprise. Et effectivement, vous avez raison, je conseille les dirigeants. Donc on est vraiment sur le lien assez, je vous préviens, les paradoxes vont être très présents, hein, parce que fragilité et performance, a priori, c'est pas des mots qui se causent immédiatement. Hein. Oh, bonjour, excusez-moi. Alors, plusieurs choses. Donc simplement, le petit nombre fait que n'hésitez pas à intervenir et à m'interroger. On peut se permettre ça quand on n'est pas trop nombreux, donc s'il y a des questionnements, vous n'hésitez pas. L'enjeu pour moi étant d'essayer d'être ajusté par rapport à vos attentes. Je m'appelle Denis Coquet, je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années dans le monde de l'entreprise. Je ne sais pas si on s'accorde dans 30 minutes. C'est un peu compliqué de trouver la phrase. Vous n'êtes pas confirmé parce que ça continue. On va faire 5 minutes. Ouais, on va peut-être laisser aux 5 minutes. Ouais, allez, on va s'accorder ça. Oui, alors. Vous interrompez cette mission. Coquet. C'est marqué là. Alors c'est bien, c'est que ça ne s'écrit pas comme ça. Ça commence tout de suite, vous voyez, on m'a amputé d'un C. C'est C-O-C-Q-U-E-T, ce qui me permet de ne pas recevoir mes mails et de me différencier. Et déjà dans le nom, on se doutait qu'il allait se passer un truc. Donc, alors effectivement, donc Denis Coquet, je travaille depuis une quinzaine d'années dans le milieu de l'entreprise, où je conseille les dirigeants, donc les leaders, ceux qui ont des décisions à prendre pour embarquer en manageant leurs équipes dans la réussite de l'entreprise. Donc vous voyez, là je viens d'employer tout plein de mots. Bon, je m'arrête déjà parce que rien que ce que je viens de vous dire, c'est compliqué. Alors on va parler de leadership. To lead en anglais, ça veut dire conduire et mener. D'accord ? Donc c'est vrai que je travaille avec ceux qui conduisent et qui mènent les hommes à la réalisation dans l'entreprise de ce qu'ils ont à faire, en vue de quoi réussir. La réussite supposant quoi? La performance. Une entreprise non rentable, eh ben, il faut qu'elle arrête de vouloir être une entreprise. Ça n'existe pas. La rentabilité est une condition sine qua non de l'existence pérenne de l'entreprise. Bonjour. Alors, vous voyez le paradoxe sur déjà lequel on va être tout de suite. Je suis en train de vous dire qu'un dirigeant, il va avoir à cœur quoi? Son entreprise réussisse. Bon. Comment elle va s'y prendre, l'entreprise, pour réussir? À quoi elle est assignée? Elle est assignée à être performante. Il y a des rendez-vous qu'elle ne peut pas rater. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas rater comme rendez-vous? La rentabilité. Ce n'est pas une association, une entreprise. Alors, regardez, chose un peu étonnante. Être performant, ça suppose quoi? Ça suppose quoi d'être performant? Grosse question. Hein. La performance, elle suppose d'être au carrefour de l'optimisation des moyens pour arriver à un moment donné à créer quoi? De la richesse. C'est basique. Hein. Est-ce qu'on peut faire coïncider ça avec de la fragilité? Est-ce qu'on peut être performant, efficace, créateur de richesse matérielle et trouver une place dans ce truc-là à la fragilité? A priori, je vous assure que ça ne saute pas aux yeux. Hein. Ça ne saute pas aux yeux qu'on va lui trouver une place. Marquis, si tout de suite je vous dis qu'il n'y a pas de place, on a réglé la question de l'atelier, on rentre chez soi. Ça s'appelle être performant. Alors, pour essayer d'approcher cette question, je vais vous dire un tout petit mot sur ma propre histoire. Ce qui m'a amené à
me retrouver où je suis maintenant. Moi, je suis issu de Haute-Savoie, je viens des montagnes. Et la montagne, c'est une école de l'humilité pour arriver à quoi? Deux choses, accessoirement rester vivant, et puis arriver au sommet, et puis en redescendre. Donc moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Et j'avais à cœur, étant adolescent, étant enfant, ce que Pindar, qui est un présocratique, disait, vous vous souvenez, deviens qui tu es. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça. Le devenir qui vous êtes. Il y en a une à qui ça tient à cœur. Les autres, alors je vous parle à vous, les autres ils s'en foutent. Alors, vous qui êtes concernés par cette question, les autres ils ont envie de devenir qui ils ne sont pas ou d'autres. C'est une vraie question de se demander ça. Est-ce qu'on a envie de devenir potentiellement Ce qui est bien, c'est qu'il se passe quelque chose toutes les 3 minutes. Hein. Comme on a 50 minutes à tenir, c'est un sacré challenge. Alors, n'hésitez pas, ce qu'on appelle des jetables, vous pouvez les dégager, ça nous fera un espace libre. Alors, deviens qui tu es. Vous voyez, tout ce que potentiellement nous sommes au fond de nous, avons-nous à cœur de le devenir, de le réaliser? Oui ou non? Le problème, c'était partout. Ah mince alors, bah nous voilà beau. Parce que vous, quand vous êtes né, il n'y avait pas un mode d'emploi avec. C'est mal foutu, hein. J'ai un dirigeant d'entreprise qui m'a dit récemment, moi je conçois, j'innove, je crée des produits, je les fabrique, je les distribue. Quand le produit arrive dans la main de mon usager, de mon client, c'est plus un client, c'est un usager, c'est quelqu'un qui fait usage du produit. Il a d'un côté le produit, de l'autre le mode d'emploi. Et il me dit, moi ma femme, elle m'a livré 2 enfants, il y avait le produit, il n'y avait pas le mode d'emploi. Je le cherche toujours. Alors je suis d'accord avec vous, ça veut dire quoi devenir qui on est si on ne sait pas qui on est? Alors là déjà, on va se faire une petite distinction. Est-ce qu'il faut accomplir en nous tout ce que nous sommes? Est-ce qu'il faut accomplir en nous le meilleur? Est-ce qu'il faut accomplir en nous ce qui tend vers l'excellence? Il y a des choix à faire. Si vous faites croiser ce que je viens de vous dire avec ce que je vous ai dit avant, on va essayer de faire grandir quoi? Là où on est excellent, là où on est performant. En d'autres termes, on va confondre s'accomplir et se réaliser et devenir parfait. J'aimerais bien savoir ici, est-ce qu'il y en a qui ont à cœur de devenir parfait? Ah, votre prénom? Christophe. Donc là, Christophe commence à mettre les pieds en plat. Bravo Christophe. On a été quand même programmé, élevé dans ce sens. Donc je vais vous donner une équation dans laquelle on a grandi. Afin de réussir, afin de tendre vers l'excellence, il faut faire croître ce qu'il y a de meilleur en nous afin de devenir parfait, et que parce que parfait, capable de réussir et de faire réussir les entreprises. Vous êtes tous ici en capacité d'être parfait. Il n'y en a quand même pas certains qui sont venus avec leurs imperfections. Non, non, non. On est d'accord, hein? Parce que moi j'avais demandé un tri. Hein. J'avais demandé un tri sélectif à l'entrée. Je ne veux que des parfaits. Ou en capacité de le devenir. Oui? Moi, je suis avec mes imperfections. Oh mince! Vous êtes venu avec l'imperfection? Ouais. Heureusement, il n'y en a qu'un qui ose le dire. 2. Ah tiens! Alors, vous voyez comment la parole de l'un, finalement, commence à libérer la parole de l'autre. Alors, vous voyez cette équation que je viens de donner, et je rejoins Christophe, on a grandi avec. Je m'appelle Christophe aussi. De toute façon, vous vous appelez tous Christophe, parce que c'est la deuxième, c'était la deuxième condition. J'avais demandé que des parfaits qui s'appellent Christophe. Christophe, c'est pas mal. Voilà, de toute façon, on a déjà un branlant de Christophe. Alors, on voit, c'est bien, on respecte ce que j'avais demandé. Des parfaits et des Christophe. Bon, après, il y a des gredins, là, qui viennent avec leur imperfection. Plus exactement, qui osent le dire. Parce que je crains qu'on soit tous venus avec. Après, est-ce qu'on ose le dire? Est-ce qu'on ose les reconnaître? Est-ce qu'on ose les habiter?
c'est le destin d'une vie personnelle, mais quand ce destin personnel va croiser les exigences professionnelles, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je reviens sur mon petit parcours personnel, originaire de Haute-Savoie, pratiquant la montagne, très lié en montagne à l'expérience d'une certaine condition physique pour arriver au sommet et en revenir. Et puis, deviens qui tu es, dit Pindar. Alors je ne sais pas comment vous, parce que lui en plus il nous dit qu'il n'a même pas le mode d'emploi, c'est comment votre prénom? Ben nous voilà. Ben voilà, vous appelleriez Christophe, ce serait plus simple. Voilà. Alors là déjà, on a deviens qui tu es, avec des imperfections, sans mode d'emploi. Il y a une ambiance dans ce truc-là. Ouais, sauf qu'ils ont raison. On ne sait pas profondément qui nous sommes. Nous sommes constitués d'imperfections. Et nous sommes dans un contexte d'abord éducatif et puis très culturel, où pour réussir, il s'agit de faire appel aux endroits où potentiellement nous pouvons tendre vers la perfection. Et bien si tu te mets en face de ça clairement, tu restes sous la couette chez toi. Il va échouer, hein, rajoute. Ah oui, oui, en plus. Juste culturellement. En plus, ouais. Enfin, culturellement chez nous. J'ai vu qu'aux États-Unis, c'est très différent le rapport au fait d'entreprendre, puisque celui qui a le goût pour entreprendre, c'est qu'une des constituantes du fait d'entreprendre, c'est quoi? C'est de pouvoir échouer. Ça fait partie du package. Hein. Si tu as peur d'échouer quand tu entreprends, c'est normal, ça fait partie. Et quand tu entreprends, tu mènes à bien, tu échoues, tu peux rebondir. Donc si en plus, il ne faut pas échouer, on va être plusieurs sous la couette. Hein. Ça va être une ambiance Ikea ce matin. Hein. Vous voyez un peu l'ambiance. Hein. Alors, vous voyez un peu le référentiel que nous donne Christophe. On part quand même de manière éducative un peu avec ces bases-là. L'entreprise, par certains côtés, peut faire écho à ça. Puis petit à petit, tu vas te mettre à croiser là où tu n'es pas parfait, là où tu réussis pas, voire là où tu échoues, dans un contexte global de performance. Donc tu te demandes, comment te demander si tu n'es pas un imposteur, ils vont le voir. Tu as mis longtemps pour arriver à dire que tu avais des imperfections. Plus on vit, plus on se connaît. Ben c'est ça. C'est un des gros avantages de prendre de l'âge. C'est que ça répond à la question d'Éric, tu sais mieux qui t'es, puis ça libère la parole. Au bout d'un moment, tu deviens petit à petit plus libre du regard de l'autre. Alors je reviens sur ma petite histoire personnelle. Deviens qui tu es, comment devenir qui on est. Moi je crois qu'un des enjeux clés qui permet de devenir qui on est, on est en train de le vivre. C'est des rencontres. Moi, je vous invite à revisiter dans votre vie les 3, 4, 5 grandes rencontres qui ont ouvert le trésor que chacun d'entre nous sommes. Pour répondre à ta question, Eric, oui, je ne sais pas trop qui je suis. Des rencontres peuvent permettre. Ce peut être un ami, une amoureuse, un professeur, un maître, un patron, un manager, un coach sportif, peu importe. Et petit à petit, la personne qui va aider à ce que se dévoile qui je suis. En grec, aletheia veut dire vérité, et autrement dévoilement. Vous voyez, le moment où se dévoile progressivement, en réponse à ta question, Eric, qui nous sommes. Alors vous voyez, ce que je viens de vous dire là, c'est la rencontre solaire. Une personne, un groupe, etc. Il y en a qui sont venus ici, il y a des couples ici. Oh, bravo. Ils viennent à 2. Ça peut aider pour se découvrir. Alors, il paraît que l'amour rend aveugle, mais que le mariage rend la vue. Vous verrez. Normalement, tu sais, c'est à 2 temps. L'amour rend aveugle, c'est les jeunes, puis le mariage rend la vue, c'est les plus anciens qui disent ouais, tu vas voir. Alors, on voit bien, l'autre va me permettre de davantage me connaître. Là, je viens de vous parler de la partie la plus solaire, des rencontres que j'ai choisies, qui sont arrivées dans ma vie. Personnellement, j'ai vécu certaines de ces rencontres comme ça. Et puis, à 18 ans, j'ai rencontré un mur en moto. Bon. A priori, on n'avait pas rendez-vous. J'ai longtemps cru. Ça a été le plus intelligent des deux qui a cédé le premier. Le mur s'en est bien sorti. Moi, moins. Alors s'il y a des motards, ici vous savez que dans la catégorie accident de moto, il y a 2 grandes catégories.
les cons et les très cons. Moi, je suis dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire route sèche, 50 km/h, pas d'obstacle. Faut le faire. Non, mais le gars, c'est un gars qui met le paquet tout de suite. Hein. Comme un grand, tout seul, au guidon de ma moto, je suis parti dans un mur qui, entre autres conséquences, parce que vous savez qu'en moto, la question, c'est pas la chute, c'est l'obstacle. Vous tombez à 180 sur un circuit, si vous êtes bien équipé, vous vous relevez avec des bleus. Si tu es arrêté net à 50 km/h, ce qui était mon cas, c'est un choc extrêmement fort. Et j'ai eu entre autres conséquences tous les nerfs de la moelle épinière du bras droit arrachés. Acceptez pas l'expérience, on la propose même pas cher, c'est pas terrible. Alors, j'ai 18 ans, je suis droitier, je viens de passer le bac en juin, je cartonne en septembre, je commence à l'université en octobre, et je me retrouve avec une main gauche, ne sachant pas écrire. C'est pour ça que j'ai fait une fac de lettres pour apprendre à écrire. Celle-là, elle fait rire personne, et elle me détend. Voilà, c'est moi qui cause, je fais ce que je veux. Alors, oui. Oui, ce que je veux dire, justement, c'est que c'est pas la rencontre d'une personne, c'est la rencontre d'expérience qui peut faire avancer les gens. J'entends. Il peut y avoir la personne. J'entends, effectivement. Alors, n'hésitez pas à parler fort parce qu'au fond, on n'entend pas. Hein. Donc, Christophe précise, c'est pas uniquement la rencontre de personnes, mais d'expériences. Alors là, effectivement, moi, je qualifie une expérience qui a eu pour conséquence, de me retrouver. Alors, il n'y a pas eu que ça, hein, mais ça a été une des conséquences. Il y a plusieurs traumas un peu partout. Et moi, le principe, c'est comme la ratatouille. C'est les restes que vous avez devant vous qui ont été réchauffés. Voilà. Comme la ratatouille, c'est meilleur réchauffé. C'est ce que ma grand-mère m'avait appris. Donc, mais j'ai mis des années à arriver à le découvrir. Finalement, après, c'était peut-être quelque part une saveur supplémentaire qu'il n'y avait pas avant. Alors, cette expérience-là m'a donné très tôt, peut-être trop, je pense. En tout cas, je n'étais pas prêt. Je ne sais pas comment vous, la vie s'adresse à vous. Moi, elle a passé son temps à me faire vivre des trucs où je n'avais pas la taille. Là, tu te retrouves dans un événement, dans une expérience, le truc te tombe dessus, tu te dis, oula, oh, pas de possible. Trop petit. T'as un moment où tu te sens trop petit. Trop faible. Ouais, c'est ça. Trop fragile. Tiens, on recroise le mot. Trop fragile pour faire face. Tiens, on vient de mettre deux mots ensemble. J'ai dit que le leader qui a à cœur la performance, il faut qu'il fasse face. Et en même temps, quand la vie t'interpelle à faire face, c'est un des moments où tu touches ta fragilité. Voire même, la contrainte de faire face va dévoiler, elle était là, hein, dévoiler ta fragilité. Tiens. Ah. Vous voyez, je me suis retrouvé à arriver à devoir faire le lien entre réussir, contribuer, être au service pour que d'autres réussissent, avec moins. Déjà que je venais de vous dire avant que pour réussir, il fallait plus. Comment on fait pour réussir avec moins? Une vraie question. Réussir, vous savez d'où ça vient, étymologie. C'est aussi dur à dire qu'à faire. Merci. Voilà. Heureusement qu'Eric suit le dossier. Merci, Eric. Comme il dit, réussir, ça vient de is, trouver une issue. Celui qui réussit, c'est celui qui sait trouver une issue. Quand tu as l'expérience de tes fragilités, tu fais quoi toute la journée? Qu'est-ce que tu fais toute la journée quand tu as l'expérience de ta fragilité? Débrouille. Oui, ça c'est la version polie. Ça c'est la version quotidienne. Passe ton temps à devoir trouver des issues. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui, imparfait et fragile, parce que toute la journée
il doit trouver des issues, deviendrait peut-être une clé particulière pour réussir. Tiens, je suis en train de vous dire l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous voyez, là, c'est funambulique, ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'on croit que pour réussir, il faut être parfait, alors que l'enjeu n'est pas d'être parfait, mais d'être complet. Pas faire appel à certaines parties de nous perfectibles, mais tout ce que nous sommes. Et dans tout ce que nous sommes, ce que dit Christophe, nos imperfections. Ce qui est dévoilé à nos fragilités. Pourquoi? Parce que là où tu es en imperfection, là où tu es en fragilité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Une mobilisation pour faire quoi? Pour faire face. Que de combats cachés chacun d'entre nous menons. La plupart du temps, on n'en parle pas, c'est à l'intérieur. Vous voyez ce moment où, pour faire face, pour poursuivre, on bataille. Tiens. Un dirigeant, pour réussir, qu'est-ce qu'il doit mener? Des batailles extérieures et de fortes transformations du dehors. Celui qui a l'expérience de la fragilité, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il mène de fortes batailles intérieures, avec une nécessité de vivre une transformation, parfois où il va réussir, parfois où il va échouer. Mais il se passe quoi quand toute la journée tu mènes une bataille intérieure pour te tenir debout face aux enjeux extérieurs? Tu acquiers une détermination. J'employais des grands mots, tu acquiers un courage fragile. C'est pas en granit. Il y a des jours on est très très courageux, il y a d'autres jours moins. Globalement, et moi c'est ce que cet accident de moto m'a appris, tu oscilles entre Calimero, c'est vraiment trop injuste, et Kill Bill. Vous connaissez l'héroïne de Tarantino? C'est quoi le moteur de Kill Bill? La vengeance. On l'a privée de son enfant, elle va avoir à cœur de se venger. Elle regarde le réel et elle dit quoi? Je vous préviens, ça va chier. Bon, ça c'est la signature de Tarantino. Elle est un peu sanglante. Vous voyez, à l'intérieur, on se balade beaucoup comme ça dans le domaine de la fragilité. Calimero, le côté plaintif et victimal, on lui donne du grain parfois dans ce poulailler intérieur. Et puis le côté plus vengeur, où on perçoit que ce qu'on a vécu par l'événement, par la rencontre, parfois d'origine, on est né avec des fragilités. Moi j'ai failli me renvoyer à la maison mère, on n'avait pas trouvé l'adresse. Moi je voulais faire réparer tout de suite. Ça n'a pas été possible. Parce que je suis fragile. Vous pouvez juste préciser la vengeance, là, ce que vous entendez par la vengeance. Ouais. Qu'est-ce que j'entends par vengeance? Votre prénom? Bénédicte. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vécu l'accès à la fragilité par des maladies ou des accidents? Ouais. Est-ce que vous estimiez que vous le méritiez? Ouais, tout ce que tu avais fait, tu ne le méritais pas. Voilà, tu t'en sors encore bien. Ben non. Tu n'arrives pas à mettre cette équation. Je suis ça, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, total, j'en prends plein la tronche. Dans la famille Platane, j'en ai un qui a été livré, poum, ça t'a couché. Ben, il se passe quoi quand à l'intérieur de toi, par l'accident, la maladie, ou même les origines, parce qu'on peut être né avec une soustraction, dans ta tête, quand tu regardes autour de toi, tous ceux qui... moi j'ai remarqué, vous êtes tous arrivés avec 2 bras mobiles. C'est une provocation. Si on fait un championnat de tricot maintenant, je perds. Ça va nous blabot. Ben, ça réveille quoi la perception d'injustice à l'intérieur de nous? La plénitude apaisée d'une âme sereine? Enfin, chez vous, je ne sais pas, chez moi, non. Thomas d'Aquin dit que la réaction passionnelle face à la saisie d'un désordre, c'est la colère. T'as connu la colère?
par moment. La colère, elle donne envie de quoi? Réaction passionnelle. La passion, ça va nous embraser. Face à quoi? Au fait qu'on saisit qu'il y a un désordre. C'est quoi le désordre? Ce qui m'arrive, je le perçois comme injuste. Eh bien, je vous renvoie au western, je vous renvoie aux films policiers, je vous renvoie à toute la dramaturgie pour répondre à votre question, Bénédicte. Qu'est-ce qui se passe quand on est victime d'une injustice? On a envie que quoi? Justice soit faite. Comment ça s'appelle, un justicier? Un vengeur. À l'intérieur de nous, on a le Calimero piou-piou plaintif et on a le vengeur. Alors par moments, con comme on est, on se venge contre nous. Mais il manquait plus que ça, tiens. Bah pourquoi? Parce que tu sais pas mon petit venger. Parce que le platane, il a laissé son adresse pour que tu commences à lui dire que tu n'es pas d'accord avec ce qui t'est arrivé. Parce que si tu es né avec une fragilité avec laquelle tu te balades toute l'année, tu peux écrire à la maison mère pour dire envoyez-moi les pièces détachées. Vous voyez, quand au quotidien tu as à vivre quelque chose qu'immédiatement tu ne peux pas solutionner, est-ce que le handicap, la fragilité contractée par la naissance, la maladie ou l'accident peuvent toujours se solutionner? Bah non. Voilà. Bah non. Bah non. Alors comment on fait quand on doit faire face sans pouvoir solutionner, sans résoudre? Tu dis Compenser. Alors on peut compenser, absolument. C'est une première voie. Moi, après mon accident, j'ai fait jumeler les deux freins de mon vélo sur le même et j'ai fait tous les cols de Haute-Savoie en vélo. C'est mes adducteurs qui étaient contents et mon fessier. Parce que la danseuse, c'était fini, toujours assis. Tu compenses. Par habileté. Ouais. Ah ben nous voilà nous. Vous voyez, comment Rami, pour tout le monde entend. On peut en faire une force. On peut en faire une force. Se transformer. Ouais. Alors, ce que dit Rick, vous voyez, déjà pour se décoller de Calimero qui se plaint, il faut déjà faire un pas pour essayer de trouver une issue. L'issue, quand tu es dans cette soustraction, ça va être de compenser. Dans un premier temps. J'ai vu, ça m'a pris des années déjà. Puis après, peut-être de découvrir, Christophe aussi, c'est une manie dans cette salle. Quand vous réfléchissez à ce que veut dire le prénom, bon, tu fais des beaux prénoms, messieurs. En découvrir comme une force. Ah. Alors, d'après ce que tu sembles dire, ça ne s'impose pas, hein, c'est à découvrir. Puis c'est une découverte qui n'est pas toujours stable en plus. Hein, voilà, ça prend du temps. Quand quelque chose t'est enlevé, d'origine, par maladie, par accident, là Christophe est en train de nous dire quoi? Que peut-être quelque chose est donné. Là, il va falloir te mettre une frontale, Christophe. Parce que ça s'impose pas. Hein. Ça s'impose pas. S'il en témoigne comme ça, c'est qu'il en a, je reviens sur ta parole, hein, l'expérience. C'est pas dans les livres hein, qu'on découvre ça. Hein. C'est là. Alors, c'est quoi le lien avec l'entreprise? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'emploie que des mots auxquels le dirigeant, toute la journée, est confronté. Faire face, sans pouvoir immédiatement solutionner. Vivre des manques, des absences, des soustractions, au travers desquelles j'ai quelque chose à découvrir pour réussir. Tiens donc, il y aurait peut-être un lien entre l'expérience du pire, la capacité à lui faire face, et à partir de là réussir. Alors, je fais juste un petit zoom arrière. Vous avez remarqué que parfois la vie nous parle la langue du peintre.
Comment il travaille un peintre? Il y a des tableaux là derrière vous. Hein. Comment il travaille un peintre? Il a une toile blanche. Qu'est-ce qu'il fait sur la toile blanche, le peintre? Il va apporter du dessin et de la couleur. Donc il va travailler par quoi, le peintre? Il va travailler par addition, par touche. Quand il a fini de travailler, il y en a plus que quand il a commencé à travailler. Même si certaines tentatives d'art moderne, il y en avait autant à la fin qu'au début. Des tentatives comme ça. Mais vous voyez, le peintre travaille par addition. Vous avez remarqué que la vie parfois nous parle comme un peintre? Apprentissage, expérience, acquisition de qualité, savoir-faire, expérience. On apprend, on acquiert. Est-ce que la vie vous a toujours parlé la langue du peintre et de l'acquisition? Ça m'étonnerait. Moi, j'accompagne des gens depuis 30 ans. Je n'ai jamais trouvé un qui restait simplement sur de l'addition. La vie, parfois, elle nous parle la langue de quoi? Du sculpteur. Comment ça travaille un sculpteur? Ouais. Ça travaille par soustraction, un sculpteur. Normalement, quand le sculpteur a fini de travailler, il y en a moins que quand il a commencé. Je me souviens de la réflexion d'un enfant, il avait vu un bloc de pierre sur lequel s'apprêtait à travailler un sculpteur. Il est revenu quelques semaines plus tard et il n'y avait plus un bloc de pierre, il y avait un cheval. Et l'enfant a regardé le sculpteur et il lui a dit: comment vous saviez que dedans il y avait un cheval? Il a fait quoi pour que le cheval apparaisse? Mis des coups de burin, mis des coups de marteau. Il a fait sortir les angles, les rondeurs du corps du cheval à travers des actes plutôt violents. C'est pas un peintre. Vous avez remarqué que parfois la vie nous parle, ce langage où les choses sont dans la rondeur et la douceur du peintre qui colore, et parfois dans la rudesse du sculpteur qui tape et soustrait. Ça pose quand même le problème du management et de l'éducation. Déjà, moi je vous entends pas, donc je sais pas si. Ça pose le problème pour moi du management et de l'éducation. Oui. Alors, ça pose le problème du management ou de l'éducation. Le point commun entre les deux, c'est un exercice de l'autorité. Tiens, un mot qu'on n'avait pas encore prononcé. J'avais parlé de leader, to lead, c'est conduire et mener. Alors l'autorité, on est gaulois, hein, c'est un mot avec lequel on est fâché. Autorité, autoritarisme, pouvoir, prise de pouvoir, voilà, bon. Il faut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Donc vous voyez un peu l'ambiance avec laquelle ce mot, normalement, arrive à nos oreilles. C'est ballot, hein, quand tu vois d'où il vient ce mot. L'éti machin, comme tu disais tout à l'heure, Eric. Comment c'était l'éti? Mologie, voilà. Bah, étymologiquement, autorité, en latin, augere, ça veut dire faire grandir. C'est un des plus beaux mots de la langue française. Dans le management, j'exerce une autorité sur le fait d'embarquer des collectifs pour leur permettre de grandir. Dans l'éducation, j'exerce l'autorité parentale en vue de quoi? Permettre à mes enfants de grandir. C'est quoi le lien avec ce qu'on vient de dire précédemment? Et je vous rejoins. Hein. Ben, l'autorité, parfois je l'exerce comme un peintre, parfois je l'exerce comme un sculpteur. Et la vie exerce une autorité sur nous. En vue de quoi? Nous faire grandir. Ben, ça saute pas aux yeux, hein, par moment. Alors tant qu'elle nous parle la langue du peintre, ça va. Hein. Quand elle nous parle la langue du sculpteur, et que ce qui vient nous impacter, nous meurtrir, c'est d'abord la langue de la soustraction, ça saute pas aux yeux que tu vas grandir. Alors, comme tu dis, tu vas compenser. Compenser, c'est pourquoi? C'est pas pour grandir, hein, c'est pour retrouver le même niveau d'avant-compensation. Et c'est déjà pas mal. Hein. Bon, après, il y a Christophe qui nous dit, bah, j'ai peut-être trouvé une force plus grande. Je pas dit peut-être. En plus, il est sûr de lui. Bah, nous voilà beau, tiens.
Il n'a pas dit peut-être. Vous voyez, c'est une détermination, Christophe. Il me corrige, j'adore ça. Comment ça, j'ai des conneries, c'est fini, oui. Pourquoi? Parce qu'il est sûr. Pourquoi il est sûr? Parce que c'est ta vie qui t'a appris ça. Parce que tu l'as là. Vous voyez cette détermination? Ça, un dirigeant d'entreprise la recherche. Et c'est une détermination qui est née de quoi? Qui est née de l'épreuve. Est-ce que vous vous souvenez du vocabulaire de la photo argentique? Parce que la photo numérique, techniquement, c'est bien, mais point de vue du vocabulaire, c'est pauvre. Allez, je vous le fais vite fait. On avait une pellicule. S'il y en a des très jeunes ici, ils doivent se demander de quoi je parle, si j'ai des problèmes capillaires. On avait une pellicule qui était appelée un film sensible. Ce film sensible, on le mettait avec beaucoup de précautions dans un appareil photo. Quand on appuyait sur le déclencheur et l'obturateur, il se passait quoi? Le diaphragme s'ouvrit. Ouais, absolument. Ça s'ouvrait. Et la lumière venait impacter le film sensible. Comment on appelait une pellicule impactée par de la lumière? Un négatif. Ah, bah il y a une ambiance de ce côté-là. Alors là, c'est le côté une épreuve et un négatif. Bah, ils ont raison, hein. Ça s'appelait vraiment comme ça. Le moment où tu es un film sensible et où la vie t'impacte, et la première chose qui monte à ta conscience, c'est que c'est négatif et que c'est une épreuve. Bah là, on fait, comme dit Eric, on essaye de compenser. Alors après, on va essayer de se déplacer vers ce que dit Christophe. J'ai deux personnes entre. Comment on fait ce déplacement pour passer de l'un à l'autre? On fait quoi avec le négatif? Alors d'abord, on fait attention. Parce qu'il se passe quoi si le négatif, je l'ouvre trop vite à la lumière? Merci Eric. Il se voile. Alors, gardez ça dans votre cœur. L'épreuve, le négatif, la soustraction. Faites gaffe à quelle lumière vous l'exposez. Vous pouvez le voiler. Vous savez, l'ultra-lucidité sur soi, sur là où on est fragile, handicapé, malade, on peut être très maltraitant avec soi. Moi, je l'ai été. Très durement. Le regard de l'autre, le jugement. Ouais. Ça peut nous voiler quoi? L'accès à ce qu'il y a de meilleur. Attention, la part éprouvée, la part négative, à quelle lumière on va l'exposer. Alors il fallait faire quoi avec ce négatif? Ah! On a un homme pratique. Effectivement, votre prénom? Eric. Ah ouais, ok. Non, mais en fait, on avait répété avant. Hein. Croyez pas quand même, on monte une production comme ça, sans un casting extrêmement précis. Ok, donc les filles, Bénédicte, les mecs, Christophe, Eric. C'est tout. Bon. Eric, il a raison, il va falloir poser des actes, il va falloir développer. Voilà, un homme d'entreprise, c'est un langage d'entreprise, ça faut développer. Fallait passer par quoi pour développer? Ouais. Alors, plusieurs choses. Une chambre obscure, pas totalement noire, avec une lumière particulière, rouge, c'est-à-dire éclairante et aimante. Quand il n'y a que de la lumière blanche, elle est éclairante. Elle a besoin, la véritable lumière, pour ne pas voiler l'épreuve et le négatif, de ne pas être qu'éclairante, mais aussi aimante. Je rappelle que le feu a deux propriétés, éclairer et réchauffer. Quand la lumière fait qu'éclairer, méfiez-vous. Il faut qu'elle ait ces deux caractéristiques. Et proche de cette lumière rouge, effectivement, on trempait cette épreuve et ce négatif dans un bain pour arriver à que soit révélé. Ça, c'était l'acte de développer. Révéler quoi? Le paysage, le visage. Et après, il fallait quoi? Un fixateur. Il lâche pas le dossier, Eric. Alors, le fixateur, c'est la posture que tient Christophe. Vous voyez, quand j'ai dit peut-être, il me corrige, il est sûr, c'est fixe.
Il y a eu un coup de fixateur là, tu as plein de coups de fixateur toi. Oui. Ben, ça, il y en a besoin pour être déterminé, pour réussir durablement. Alors, je termine mon petit propos en vous faisant une synthèse où combien la fragilité peut être profondément le levier de la réussite. Vous vous souvenez de ce que disait Audiard, hein, bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Leonard Cohen, hein, qui vient de mourir, dans une de ses chansons, parle des fêlures de l'être qui ouvrent l'accès à la lumière. Audiard et Cohen, on a bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. La fragilité, l'imperfection est une fêlure. Bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. En eux. Une fêlure, ce peut être une brèche qui coule le bateau, ce peut être une porte qui rend accessible. To lead, exercer l'autorité pour conduire et mener, exercer l'autorité pour faire grandir, non pas sur une partie perfectible de l'homme, mais sur l'homme tout entier. Tendre non pas vers la perfection, mais vers l'excellence. Si on veut tendre vers l'excellence, il faut faire appel à tout ce que nous sommes. Le commun des mortels, qu'est-ce qu'il fait avec sa fragilité? Qu'est-ce qu'il fait avec son imperfection? Et ce, depuis l'éducation de l'enfance. Il est dans une stratégie d'évitement. La personne marquée par une fragilité au quotidien, eh ben, va l'éviter, ta fragilité. Tiens, t'as les pieds dedans tout le temps. Moi, si j'applaudis pas au terme de cette rencontre, c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que j'ai pas de matos. Et comment tu fais? Ah oui, t'as raison, Eric. Ouais, mais tu sais, quand tu fais comme ça à quelqu'un, il comprend autre chose. Alors, fais gaffe, Eric, je vais m'énerver là. Ouais, mais tu vois, si, une façon de faire. Ouais. Les malentendants, les sourds malentendants, quand ils applaudissent, ils font comme ça. Ouais. Ouais, tu fais équipe avec quelqu'un. Regarde. Voilà. Vous voyez ce qu'on vient de faire? J'ai mis des années à l'apprendre. Là, on a 3 positions. Langage du sculpteur, soustraction. Soustraction, victimal, je me plains. Soustraction, je me venge. Réactivité. Jusqu'au bout. Alors. Bon, non, ça ne vaut pas. J'ai arrêté. Alors, soustraction plaintive. On a tous un Kilimiro qui sommeille quelque part. Soustraction, vengeresse. Dans les 2 cas, on réagit. Un dirigeant n'est pas celui qui réagit, il est celui qui agit. Pour agir, on va commencer par faire quoi? Ce que proposait Eric. Compenser. Puis se déplacer progressivement vers ce que nous dit Christophe. Trouver, comme disait Pindar, donnez-moi un levier et un point d'appui, je soulèverai le monde. Nous n'avons jamais eu autant de leviers que maintenant. Ce qui nous manque, c'est des points d'appui. Celui qui a l'expérience de la fragilité, il a l'expérience de quoi? Trouver le point d'appui à l'intérieur. Constamment, il est challengé par ça. Parce qu'il fait l'expérience du manque. Donc, comme tu dis, Christophe, il va falloir descendre plus profond pour trouver la force. C'est un gain au sens où ce qui m'a été soustrait m'apprend à descendre plus profond et à faire le lien entre quoi? Être éprouvé et être initié. Initié, aller à l'intérieur. Je suis initié d'abord par compensation, dit Eric. Puis, en trouvant une nouvelle force intérieure, dit Christophe. Et puis là, tu viens de m'aider, Eric, à applaudir. Je viens de découvrir que là où j'ai une soustraction, ça fait de la place à quelqu'un. Tout seul, on va plus vite. À 2, on va aller plus loin, Eric. Ça, c'est la clé managériale de réussite qu'un dirigeant peut comprendre vite, mais met du temps à mettre en œuvre. Quand il intègre dans une équipe quelqu'un qui est marqué par une fragilité. Celui qui est marqué par une fragilité et par un handicap, au quotidien, c'est sa bataille. D'oser se tenir droit, fier, digne, là où il a moins. Compenser et batailler pour faire face. Toucher une nouvelle force intérieure auquel il croit, c'est stable. Et à partir de là,
faire de la place à l'autre et coopérer. Ce que montre l'expérience managériale, vous mettez dans une équipe que des gens qui veulent être parfaits, cette équipe devient des compétiteurs. Qui font quoi? Comme a dit mon fils, j'y connais rien en foot, il m'a dit en 98 on n'avait pas les meilleurs joueurs, on avait la meilleure équipe. Quand on n'a que d'excellents joueurs qui ne parviennent pas à trouver leur point d'unité, on a des compétiteurs qui deviennent rivaux. Ça, c'est audacieux. On appelle les ouvriers de la dernière heure. Alors, dernière chance, ouais, c'est ça. Alors, simplement, peut-être boucler sur ce petit propos qui mériterait d'être bien développé. Un dirigeant, il a à faire face en tant que leader à des enjeux opérationnels horizontaux. Il a deux grands enjeux supplémentaires. Gagner en hauteur, ce qu'on appelle de la vision. Mais pour voir loin, on est dans une réalité économique où il y a de moins en moins de visibilité. Moins il y a de visibilité, plus il faut de vision. Moins on voit au dehors, plus il faut voir au dedans. Celui qui a l'expérience de la fragilité, c'est son quotidien. Apprendre à lire de l'intérieur. Intus legere, être intelligent, lire de l'intérieur. Celui qui a l'expérience de la fragilité, au quotidien, il apprend à lire de l'intérieur. Donc il est capable d'apporter à une équipe quoi? La profondeur, l'accès à la force dont parlait Christophe, l'accès à la ressource cachée dont parlait Eric. Et ce qu'on remarque dans une équipe, tu mets que de ceux qui se croient parfaits, ça devient des compétiteurs. Tu mets quelqu'un marqué du sceau de la fragilité, qu'est-ce qui se passe? Il fait l'unité des autres. C'est très impressionnant. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il est porteur en lui de l'expérience d'un certain visage du pire. Et comme il bataille et qu'il essaye de se tenir droit, là il se passe quoi? Il va venir susciter autour de lui le réveil du meilleur. C'est très impressionnant, et je termine là-dessus, que tendre vers l'unique perfection nous fragilise réellement, parce que ça nous fragmente, ça nous coupe en petits morceaux. Tendre vers le fait d'être complet et non parfait, fragilité comprise, nous fragilise pas, nous fortifie. Pourquoi? Parce que c'est nous tout entiers. Celui qui est marqué par le handicap, celui qui est marqué par sa bataille au quotidien, il a des kilomètres d'avance sur les autres qui découvrent ça avec l'âge. Quand au quotidien, c'est ce que tu essayes de vivre. Oh, tu ne vas pas faire des grands discours dessus, mais ta personne en est imprégnée. Eh bien, je crois que là, pour le monde de l'entreprise, on est à un carrefour. Et moi, je travaille avec des dirigeants, tu vois des dirigeants qui sont encore dans l'idéologie de la performance. Et ceux qui font cette migration intérieure, où pour tendre vers le meilleur, on va le faire ensemble, en ayant accès à ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur. Et là, étonnamment, imperfection, fragilité sont des voies d'accès. Je nous souhaite de le découvrir. Merci.